Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de Liverpool, de leur mercato, parce que ça continue quand même de bouger, malgré déjà plus de 400 millions d'euros dépensés, ça continue encore, il y a eu une nouvelle recrue récemment, mais on va également parler des autres dossiers qui sont encore en cours du côté de Liverpool, même si ça s'est un petit peu calmé récemment. On va parler du match face à Bournemouth, parce que ce que je vous disais à propos de Liverpool, notamment de ce que j'avais vu face à Palace, où ça m'avait un petit peu refroidi quant au projet de Liverpool cette saison, et j'avais vu d'ailleurs en pré-saison des choses, et je vais vous en reparler parce que il y a des très bonnes choses qui ont été vues dans ce match de Liverpool, mais il y a également des choses moins bonnes dont j'aimerais vous parler, et on reviendra également sur la gestion un petit peu de cet effectif, on va regarder comment il a été construit, et peut-être ce qui pourrait être ajouté. Sur ce les amis, la vidéo va commencer, j'espère qu'elle va vous plaire et je vous invite à vous abonner si vous voyez mon contenu souvent, bah voilà, ce serait cool de vraiment m'apporter ce soutien. Donc les amis, on va commencer à regarder un petit peu cet effectif de Liverpool. On voit que Mamadashvili est arrivé, Alisson aussi, Freddie Woodman et Armin Pexi apparemment devraient être tous les deux prêtés. De ce que j'ai compris. Après voilà, il y a tous ces joueurs, enfin non, ça c'est des joueurs qui arrivent, excusez-moi, Freddie Woodman et de Armin Pexi, c'est des joueurs qui reviennent de près, j'ai pas tout compris. Par contre pour ce qui est de Giovanni Leoni et de Miloš Kerkez, évidemment ça sont de vrais recrues. Giovanni Leoni est le dernier joueur en date à être arrivé du côté de Liverpool, on en avait parlé dans une vidéo où on revenait un petit peu sur cette équipe de Liverpool qui continuait de recruter. On avait vu que c'était un défenseur qui était assez bon dans le tacle, même si on y reviendra. Un joueur assez grand, bon dans le duel aérien, intéressant à la relance et qui faisait preuve pour moi d'une assez bonne intelligence défensive. On y reviendra. Miloš Kerkez a été titulaire durant beaucoup de matchs de cette pré-saison, a été titulaire face à Palace et face à Bournemouth. J'ai envie de revenir un petit peu sur ses prestations. Frimpong également a été titulaire souvent durant cette pré-saison et également face à Palace et Bournemouth. D'ailleurs il avait marqué face à Palace. Donc voilà, pour ce qui était de ses recrues, Ryan Gravenberch, je crois qu'il était suspendu pour ce match, mais de toute façon en tant que jeune papa, c'était un petit peu particulier pour lui cette situation. Au milieu, bon, Stefan Bajcetic, je pense qu'il devrait être reprêté. On a toujours Endo, McAllister, Curtis Jones, Trainioni qui est arrivé du coup dans le... il faisait partie de Liverpool U21, maintenant il a été promu, il a d'ailleurs un numéro de maillot. On reviendra également sur le cas Rio Ngumoa qui apparemment n'a pas de numéro de maillot, c'est un peu dommage parce qu'on avait vu que ça avait l'air d'être un jeune joueur extrêmement talentueux. Mais en tout cas pour Trainioni, que je trouve également assez talentueux, qui est déjà évalué aujourd'hui à 4,5 millions d'euros, c'est cool qu'il ait été promu. On a Florian Wirtz évidemment qui est arrivé avec Sobo, Harvey Elliott. Pour moi ce secteur du milieu de terrain je le trouve assez complet, même si peut-être qu'un 6 supplémentaire aurait été intéressant. Pour ce qui est de l'aile gauche, Takodi Gakpo, Mohamed Salah sur le côté droit, Federico Chiesa qui peut jouer à gauche et à droite, Ben Doak, alors qui est toujours considéré dans l'effectif, mais en fait qui devrait s'en aller du côté de Middlesbrough, je crois que c'est pour 25 millions d'euros, et Hugo Ekitike évidemment qui est arrivé, qui fait des performances intéressantes depuis le début. Donc voilà un petit peu pour revenir sur cet effectif rapidement. On a Alexander Isak évidemment qui est toujours suivi par Liverpool, qui pourrait être un bon numéro 9 pour cette équipe, même si on a vu que Hugo Ekitike était extrêmement performant en ce moment. Ce qui est intéressant avec Alexander Isak, c'est qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, Newcastle joue et que Isak n'a pas été convoqué dans le groupe. Donc déjà c'est une bonne nouvelle, je veux dire, pour Liverpool, mais pour Alexander Isak, bah déjà sa préparation a été un petit peu écourtée à cause de ces histoires de transfert. Si jamais le joueur se retrouve à réintégrer l'équipe de Newcastle, ça va être un petit peu compliqué. On reviendra également sur le cas de Newcastle, je trouve que c'est un projet qui s'enlise un petit peu, surtout avec le potentiel départ d'Alexander Isak, c'est un petit peu compliqué, aucun joueur ne veut vraiment rejoindre cette équipe, mais du coup, voilà, Alexander Isak, pour le moment il est en instance de départ, Newcastle aimerait le conserver, lui il veut s'en aller, mais Newcastle attend une énorme offre, je pense que ce serait une offre autour de 140-150 millions d'euros, Liverpool semble avoir les moyens, mais encore faudra-t-il ne pas balancer d'argent partout. Parce que pour ce qui est de Giovanni Leoni, excusez-moi, on va virer l'annonce. Pour ce qui est de Giovanni Leoni, défenseur du coup d'1m96, italien, voilà, qui n'a que 18 ans, il est arrivé pour 40 millions d'euros du côté de Liverpool, ou du moins un pack autour de 40 millions d'euros, je crois que c'est 35 avec 5 de bonus, un truc comme ça. Mais du coup voilà, il vient d'arriver à Liverpool, on ne sait pas, j'ai pas vu jusqu'en allait son contrat, mais comme je vous l'ai dit, joueur
avec une bonne qualité de passe, une bonne qualité de relance, un joueur qui a une bonne intelligence défensive, qui est un joueur qui se place assez bien, bon dans ses interventions et surtout très bon dans le jeu de corps. Moi j'avais trouvé qu'il était très bon physiquement, qu'il savait très bien utiliser son corps et c'est également un défenseur que j'ai trouvé assez propre dans ce que j'avais vu de lui, même si bon, c'est des compilations et des tableaux statistiques, c'est pas non plus de l'analyse extrêmement poussée. On a également le dossier Marc Guéhi qui est toujours en train de continuer du côté de Liverpool. Alors, encore une fois, je passe très vite parce que j'en ai énormément parlé de ces dossiers-là, que ce soit Isaac, Marc Guéhi que j'avais cité pour Chelsea, notamment dans un mercato idéal. Donc, c'est des joueurs pour qui j'ai déjà développé les cas plusieurs fois. Et surtout, Marc Guéhi et Léonie, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, alors n'hésitez pas à aller la regarder. Mais du coup, pour revenir sur ce dossier, bah, ça s'enlise un petit peu en ce moment, mais n'empêche que comme je vous l'ai dit, on parle du capitaine de Palace, on parle d'un joueur international anglais, extrêmement rapide, très costaud, qui est très bon dans son apport offensif également, donc il pourrait vraiment bien s'inclure dans cette équipe de Liverpool. Bon relanceur, un joueur qui se projette beaucoup, qui essaie de porter la balle, de créer le jeu également, d'être, voilà, comme je vous l'ai dit, un joueur très polyvalent dans son rôle de défenseur, un défenseur extrêmement moderne, donc ça pourrait beaucoup plaire à Liverpool. Et comme je vous l'ai dit, Liverpool est une équipe qui a du mal dans la gestion de la profondeur depuis le début de sa préparation, donc Marc Guéhi qui est un joueur extrêmement rapide, ça pourrait être intéressant pour couvrir cette profondeur. Mais du coup, pour revenir sur Liverpool-Bournemouth, c'était la première journée de Premier League, ça a été un match franchement assez animé avec notamment un Semenyo, les gars, Semenyo c'est vraiment un joueur de fou. Je pense qu'il va rester à Bournemouth cet été, mais si jamais il s'en va, je vais absolument suivre le club où il partira parce que c'est un joueur absolument dingue. Ça fait déjà une saison, la saison dernière j'avais suivi qu'il était très fort, je sais que ça fait un moment déjà qu'il est en PL et qu'il est performant. Sa saison dernière je l'avais trouvé intéressante, mais là son début de saison, 2 buts déjà, ça commence très fort et j'ai trouvé son match face à Liverpool vraiment énorme, il jouait vraiment décomplexé, donc ça c'était très cool. Mais du coup, du côté de Liverpool, c'est quand même une victoire 4-2, mais où voilà, tu as eu besoin de Chiesa et de Salah à la 88e et à la 94e pour te sortir un petit peu de ce mauvais pas tendu par Bournemouth. Et en fait, j'ai envie de parler de plusieurs choses. Déjà, si on retourne un petit peu sur les compositions, j'ai trouvé que ce quatuor offensif avait été intéressant. Même si Florian Wirtz, je l'ai quand même trouvé bien en dessous, mais pour ce qui est des 3 autres, je les ai trouvés assez performants. Mohamed Salah a été très en jambes, j'ai trouvé beaucoup de courses dans la profondeur. Il a été intéressant également, il a donné des centres, il a essayé de se connecter avec ses partenaires, il marque son but en plus de ça. Donc franchement, Mohamed Salah, j'ai trouvé qu'il avait fait un match vraiment intéressant, même s'il y a quelques fois où j'ai peut-être trouvé qu'il manquait un petit peu de spontanéité, mais globalement, je l'ai trouvé très bon. Pour ce qui est d'Hugo Ekitike, lui je l'ai trouvé vraiment excellent, trouvable dos au jeu pour construire, mais également dans la profondeur. Il y a quand même 8,7 km parcourus, donc c'est plutôt intéressant. Il y a un but, une passe décisive pour lui. Il a été assez central dans pas mal d'actions de construction du jeu, donc c'était intéressant. Il y a même un moment où il aurait pu obtenir un carton rouge, parce que sur un très bon appel, il y a Marco Senesi qui fait une main, au final il n'avait pas sifflé, c'est un peu ridicule, mais voilà. Occasion créée 2. Sur ses XG, il est quand même à 1,14, donc c'est plutôt pas mal. Il a peut-être même sous-performé parce qu'il aurait pu marquer peut-être plus de buts. Même dans son jeu aérien, il a été trouvé, donc je l'ai trouvé vraiment assez bon. Il y a un dribble réussi, 4 touches dans la surface adverse. Défensivement, voilà, un dégagement de la tête, une action défensive, intéressant au pressing, 4 duels aériens remportés, c'est quand même pas mal. Donc j'ai trouvé gros match de Hugo Ekitike. Et pour ce qui est de Cody Gakpo, c'est le joueur qui a subi le plus de fautes, c'est un joueur qui a fait énormément de dégâts sur son côté, mais également lorsqu'il repiquait à l'intérieur. 10,3 km parcourus, 3 occasions créées pour lui. Voilà, marche 3,4 km, 6,6 km par course, donc ça c'est intéressant également. On voit ces stats là dorénavant sur FotMob. Vitesse maximale 31,5, donc c'est quand même assez rapide. Voilà, 57 ballons touchés, 7 touches dans la surface adverse, encore une fois assez disponible. 2 dribbles réussis, 2 passes dans le dernier tiers, un centre réussi, une passe longue précise. Voilà, encore une fois, le jeu est quand même passé pas mal par lui. Il a fait des bons efforts défensifs, 6 duels aériens remportés, 6 duels sur le terrain remportés. Donc il s'est beaucoup battu. J'ai bien aimé ce match de Cody Gakpo. Maintenant, pour ce qui est de Wirtz, excusez-moi. Wirtz, il a été trouvé quelques fois. Il y a eu des actions que j'ai trouvées intéressantes. Je l'ai trouvé quand même bien meilleur face à Crystal Palace. Globalement, j'ai trouvé qu'il avait été vraiment très performant face à Crystal Palace. Là, j'ai été un petit peu déçu de son rendement. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous. C'est dommage. Surtout que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'imprécisions techniques des fois. Il y a un moment où il fait une frappe totalement molle alors que Szoboszlai avait battu quasiment tout le monde. D'ailleurs on reviendra sur le match de Szoboszlai. Pour en parler rapidement, j'ai trouvé son match intéressant. Je sais que face à Palace,
il n'avait pas convaincu grand monde et il m'avait pas convaincu non plus sur ce poste de numéro 8. Là, je dis pas que je suis convaincu, j'attends avec impatience le retour de Ryan Gravenberch parce que je pense que ça va changer beaucoup de choses à l'équilibre de cette équipe. Mais Sobo, j'ai pas trouvé qu'il avait fait un mauvais match et peut-être que si Wirtz ne parvient pas à s'imposer, Sobo pourrait peut-être retrouver rapidement sa place en tant que numéro 10 parce que je l'ai trouvé intéressant. Beaucoup de courses à haute intensité, beaucoup de pressing, il a fait pas mal de récupération et même si je l'ai trouvé assez peu inspiré dans les 30 derniers mètres, j'ai trouvé qu'à la création notamment il avait été intéressant, donc pour le coup j'ai bien aimé son match. Et McAllister également auteur d'une passe décisive pour Hugo Ekitike, très bon match également de McAllister, je l'ai trouvé partout, à la récupération il était très bon, il a apporté beaucoup également à la construction, donc c'est vraiment pas mal. De toujours dans la surface adverse, 61 ballons touchés, 3 passes dans le dernier tiers, voilà. Très bon comme d'habitude à la construction, bon récupérateur, gros match de McAllister. Pour la défense, j'ai trouvé Van Dijk performant, mais Konaté, j'ai eu un peu de mal des fois. J'ai trouvé qu'il avait fait des petites erreurs, qu'il s'était un petit peu troué. Il y a un moment, une passe complètement ratée vers Alisson qui termine en corner. Voilà. Pour moi, Konaté, il n'a pas été bon. Et d'ailleurs, pour moi, sur le deuxième but de Semenyo, il se rate complètement. Et sur le premier, d'ailleurs, je trouve que Van Dijk et lui, il y a une espèce de mésentente qui fait que Semenyo arrive à aller en plein entre les deux. Alors pour moi, c'est pas Van Dijk le plus gros fautif. Pour moi, ça reste Konaté qui fait pas un excellent match. Et Semenyo, voilà, très bien exploité ça. Semenyo, d'ailleurs, il a été élu homme du match selon FotMob. Je sais pas comment ça s'est passé pour la PL. Peut-être que c'est Ekitike qui a été élu homme du match. Mais n'empêche que voilà, Semenyo, grosse performance. Et Konaté a beaucoup souffert face à lui. Et même face à Evan Nilsson, où Evan Nilsson, ok, ne marque pas de but, n'a pas touché énormément de ballons. Mais dans le dos, il a fait quand même du mal dans son jeu de corps, dans ses jeux d'appel. Donc voilà. Et Kerkez, on va parler du cas Kerkez. Kerkez, je l'ai vraiment pas trouvé bon, j'ai trouvé en grande difficulté face à Semenyo. Défensivement, je l'ai trouvé un petit peu à la ramasse, et offensivement, il n'est pas extrêmement trouvé dans certains circuits de passe, et quand il est trouvé, je le trouve pas ultra pertinent. Alors pour le moment, le cas Kerkez me fait un peu peur, et d'ailleurs le cas Frimpong, je l'ai trouvé intéressant sur ce match, il a quand même essayé de dédoubler tout ça, mais il te laisse Konaté parfois un petit peu aux abois, parce qu'il sort trop vite sur certains joueurs, ou alors parce qu'il monte trop haut et qu'il revient pas assez vite. Il va falloir essayer de trouver un espèce d'équilibre défensif, mais pour le moment défensivement, je trouve que cette équipe de Liverpool subit beaucoup trop dans le dos. Et d'ailleurs, on a vu, hein, dès qu'il y a des contre-attaques, la défense elle doit se replacer, c'est compliqué tout ça. Et au final, tu prends 2 buts sur des contre-attaques, sur des contres éclairs, où bah, ta défense n'a pas le temps de se replacer. Et quand ton pressing est battu, bah, t'es très rapidement exposé. Donc ça va être quelque chose auquel il va falloir faire attention du côté de Liverpool. Et le problème, c'est que offensivement, bah, quand tu as des joueurs comme Wirtz, comme Kerkez ou comme Frimpong qui sont pas forcément tout le temps ultra inspirés, bah, du coup tu peux avoir des espèces de moments de creux comme il y a eu notamment à partir du 2-0 où je trouve que Liverpool a mis un peu de temps à se remettre vraiment dans son match. D'ailleurs, j'ai trouvé que autant il y avait certaines phases de construction que j'ai trouvé très intéressantes du côté de Liverpool, autant il y a des phases que j'ai trouvé très très brouillonnes. Donc après ça c'est dû au fait que ce soit un espèce de heavy metal football comme l'avait fait Jürgen Klopp, mais le football de Jürgen Klopp je le trouvais globalement plus plus contrôlé. Je trouve qu'il y avait plus de contrôle dans le football de Jürgen Klopp. Là après c'est le début de la saison, Slot est en train de créer son système de jeu, mais je trouve qu'il n'y a pas tant de contrôle, que des fois c'est un petit peu à l'arrache, que y a des passes mal données, qu'il y a des imprécisions techniques. Donc ça encore une fois ça va se rôder durant la saison. C'est pas avec le premier match de PL que tu conclus tout, mais pour le moment bah, c'est un trophée perdu pour Liverpool face à Crystal Palace, et c'est un match de PL où certes tu le gagnes et c'est très bien, tu as gagné les 3 points, mais où tu t'es fait peur un bon moment dans le match. Par contre, j'aimerais quand même parler également de choses de satisfaction. Donc je vous ai dit, Ekitike, Gakpo, Salah, ça a très bien marché. McAllister, toujours très bon au milieu. Wirtz, même si ça a été un peu compliqué face à Palace, en tout cas j'ai vu des choses très intéressantes, notamment quand il décrochait beaucoup et quand il se projetait. J'ai vu parfois, même j'ai revu un petit peu des connexions entre lui et Ekitike, ça commence à vraiment bien marcher entre les deux. Et surtout je trouve que quand les joueurs offensifs décident de combiner, ça marche extrêmement bien et tu te crées des mouvements d'une qualité absolument dingue. Et je pense que Ekitike va être abreuvé de passes décisives, Ekitike ou Alexander Isaac d'ailleurs, mais vont être abreuvés de passes décisives.
Andrew Robertson est rentré, j'ai pas trouvé son entrée vraiment dingue. Wataru Endo par contre est rentré, passe décisive, intéressant. Maintenant celui que j'ai envie de notifier, c'est Federico Chiesa qui rentre à la 82e, qui marque à la 88e. C'est un joueur qui vraiment a fait une entrée d'ailleurs intéressante au-delà de son but. J'ai trouvé assez en jambes. Donc peut-être qu'avec le départ de Luis Diaz, il aura peut-être un peu plus de temps de jeu. Donc ça pourrait être très très cool pour lui. Je pense qu'il pourrait jouer un peu plus si jamais il y a Gakpo qui est un peu moins bien. S'il y a blessure de Gakpo, pour moi il pourrait parfaitement jouer sur le côté gauche, même si on sait qu'avec tous les joueurs qu'il y a, le système pourrait être assez adaptable. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour ce match. Si on regarde un petit peu les statistiques, comme je vous ai dit, on n'est pas sur un contrôle total, 61% de possession, c'est pas énorme. Après c'est pas le principe de Liverpool. Liverpool, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe de transition. J'aimerais juste que ces transitions soient plus fluides dans certains moments. 2,21 XG, mais comme je vous ai dit, Liverpool a beaucoup subi. 1,67, pour moi c'est trop pour une équipe qui tient à gagner, enfin qui veut gagner toutes les compétitions, que ce soit la Ligue des Champions, la Première Ligue, les coupes. Voilà, 1,67, je trouve que tu subis beaucoup trop, et d'ailleurs tu prends 2 buts, et au final tu subis 10 tirs pour 3 cadrés, et tu prends 2 buts, donc il faudra faire très attention. Maintenant du côté de Liverpool, voilà, offensivement tu es très performant, 19 tirs, 10 cadrés, c'est quand même assez énorme. Par contre voilà, sur les occasions de but, 3-3, voilà. C'était un petit peu ce que je voulais notifier pour ce match entre Liverpool et Bournemouth. Liverpool s'est imposé, il y a de très bonnes choses du côté de Liverpool, des mouvements offensifs extrêmement intéressants. Dans le jeu, je trouve que ton contre-pressing est toujours très bon, je trouve que les joueurs font les efforts, ils se mettent vraiment au diapason. Je trouve que tes transitions sont globalement très très bonnes, même si comme je l'ai dit, il y a quelquefois des petites imprécisions. J'ai juste peur que certains joueurs ne s'intègrent pas suffisamment, et surtout j'ai peur pour l'équilibre défensif de cette équipe, parce que je trouve que quand ta pression est battue, ta défense elle se retrouve très rapidement aux abois. Pour ce qui est de la petite planche tactique que je vous diffuse ici, alors ce qui est intéressant à regarder, déjà c'est que tu as quand même une défense assez complète dorénavant avec l'arrivée du petit Léoni. Si jamais tu peux rajouter Gueye, du coup qui pourrait peut-être arriver, mais si tu as Gueye en défense, ça te complète très bien ton truc. Et comme on sait que Joe Gomez peut jouer également latéral droit, latéral gauche, tu as un 5e central qui est peut-être pas le meilleur du monde, mais qui peut très bien dépanner sur certains matchs. Et donc pour moi ce serait plutôt un truc comme ça, avec Gueye qui serait plutôt un remplaçant de Konaté, et Léoni plutôt un joueur d'avenir pour remplacer Van Dijk sur du long terme, parce que pour moi c'est plutôt ça le profil. Maintenant sur le poste de latéral gauche, tu as toujours Carquez qui vient d'arriver, 53 millions d'euros, va falloir lui faire confiance, lui donner du temps de jeu. Sinon sur le banc tu as Robertson et Tsimikas. Et à droite tu as Frimpong, et au pire des cas en backup tu as Bradley et potentiellement Gomez. Donc pour moi sur ton secteur défensif, avec l'arrivée de Gueye ou pas, pour moi t'es solide. Maintenant si t'as l'arrivée de Gueye en plus, c'est une très bonne nouvelle, t'auras un secteur défensif encore plus calé. Donc pour moi la défense, il n'y a plus rien à toucher. T'as également Madarchvili qui est arrivé, on y reviendra. Au milieu de terrain, tu as Curtis Jones qui est toujours là, Wataru Endo, Trainioni qui est considéré comme un milieu central mais qui peut également jouer 10 ou ailier. Endo qui peut dépanner aux 2 postes de milieu de terrain, peut également dépanner défenseur central. Tu as Jones qui peut jouer dans le double pivot ou en tant que 10, ainsi que Elliott, Szoboszlai et Wirtz qui peuvent jouer 10, mais Elliott peut jouer sur le côté droit. Vous m'avez compris, les possibilités au milieu de terrain sont infinies. Malgré tout, j'aurais bien aimé ajouter un autre numéro 6, peut-être un Carlos Baleba, pour peut-être avoir plus d'assurance défensive. Surtout que Jones, en tout cas, c'est vraiment pas un joueur de très haut niveau. Endo, pour moi, est assez correct, mais c'est pas un 6 de très haut niveau. Et pour moi, si tu as Gravenberch ou McAllister de blessés, tu te retrouves assez rapidement à poil pour utiliser cette expression. Au milieu du coup, en tant que numéro 10, tu as toujours Elliott, Szoboszlai et Wirtz. Pour moi, Wirtz sera le titulaire sur du long terme, mais ses premiers matchs sont un petit peu complexes. Alors le match contre Palace, comme je vous l'ai dit, intéressant. En préparation, je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais je ne l'ai pas trouvé dingue. Et son match face à Bournemouth, je l'ai trouvé assez compliqué, beaucoup d'imprécisions techniques. Des fois, il a eu un peu de mal à se connecter avec ses partenaires. Il y a eu des bons mouvements également, mais ça a été un petit peu compliqué. Donc on peut lui faire confiance, enfin je lui fais confiance pour le moment, mais il faudra voir s'il arrive à s'imposer sur du plus long terme. Sur le côté droit, t'as Salah, t'as Ngumoa, le petit Rio qui peut jouer à droite comme à gauche, ainsi que Chiesa qui peut jouer à gauche comme à droite. T'as Cody Gakpo qui pour moi sera ton ailier gauche titulaire, en tout cas pour le début de la saison. On verra après si jamais t'as des recrues encore jusqu'à la fin du mercato ou si autre chose. Et sur le poste offensif, du coup t'as Ekitike, mais tu aurais
pourrait peut-être avoir Alexander Isaac, surtout avec le départ de Darwin Nunez qui te libère une place pour un autre numéro 9. Maintenant, Ekitike fait un excellent début de saison, a été très bon dans ses matchs de préparation, a été très bon face à Palace, a été très bon face à Bournemouth. Ce serait un petit peu le punir que de lui mettre un Alexander Isaac qui est théoriquement un titulaire indiscutable dans les pattes. Mais voilà un petit peu pour cette revue d'effectifs. Pour moi, il manque peut-être un défenseur, mais du coup, peut-être qu'il faut trouver, je veux dire, un meilleur équilibre défensif. Mais voilà, si j'enlève les remplaçants, on aurait un truc qui, dans l'idée, ressemblerait à ça. Si je vous mets bien tout correctement. Après, voilà, c'était l'équipe qu'on se projetait un petit peu d'avoir du côté de Liverpool avec les recrues, tout ça. Même si je vous avoue que le petit Giovanni Leoni, je m'attendais pas trop à l'avoir tout de suite. Mais du coup, voilà, ça te donnerait un truc comme ça pour le moment. Isaac, s'il arrive, bah, ça peut être ton 9 titulaire. Gueye, ça peut être un très bon central, surtout si Konaté a des coups de mou ou s'il y a des blessures. On sait que Konaté est un défenseur assez sujet aux blessures. Mais pour le moment, ce système-là, pour moi, il peut fonctionner. Il faut juste que défensivement, tu trouves un meilleur équilibre. Il faut peut-être que tes joueurs comme Gravenberch, McAllister évoluent encore un cran plus bas avec un Frimpong qui monte peut-être moins haut ou alors une espèce de charnière à 3 comme avec un Mendes au PSG qui est capable de monter mais également capable de faire des gros retours défensifs, surtout s'il est aidé par Cody Gakpo qui est un joueur qui fait beaucoup d'efforts. Donc tu pourrais avoir une espèce de charnière à 3 en phase de construction. Mais du coup, si tu fais cette espèce de système, tu pourrais avoir quelque chose un petit peu comme ça, avec Kerkez du coup 3ème central mais qui serait capable de monter. Tu aurais Gravenberch, McAllister qui te ferait évidemment des efforts défensifs et qui pourrait également, surtout pour McAllister, continuer à apporter à la création. Tu aurais quelque chose pour moi qui ressemblerait un petit peu à ça avec un Frimpong qui prendrait beaucoup le côté droit et un Salah, on le sait, il aime beaucoup parfois prendre le côté ou repiquer et en fait avec Frimpong et Salah tu as beaucoup de possibilités. Tu pourrais avoir un truc comme ça sur certaines phases, un truc comme ça sur d'autres, avec par exemple la proche de la surface, tu as Salah qui est ici aux abords avec un Frimpong qui dédouble là et Salah qui rentre à l'intérieur, ou alors Salah se retrouve sur le côté, Frimpong lui propose une solution vers l'intérieur. Enfin voilà, vous m'avez compris, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités et je trouve ça intéressant. J'ai juste peur encore une fois que cette équipe soit coupée en deux. Maintenant voilà, tu peux toujours avoir un truc un peu plus asymétrique avec du coup une défense à 3 comme ça, un Kerkez capable de monter sur certaines phases avec un Frimpong qui redescendrait, ou un McAllister qui peut-être comblerait cet espace, ou un Gravenberch comblerait cet espace, vous m'avez compris. Mais voilà, ça va être un casse-tête tactique que va devoir tenter de résoudre notre ami Arne Slot. Je pense qu'il est en capacité de le résoudre, c'est un très bon coach. Mais voilà, un petit peu dans mes projections de comment va jouer Liverpool cette saison. Et d'ailleurs, c'est des schémas qu'on a déjà plus ou moins vus sur la pré-saison et sur les premiers matchs. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.